Donc, j'avais dit le défi est double, j'oublie c'est quoi le deuxième défi, là, mais donc il y a les structures, il y a aussi la question de, parce que c'est pas seulement à l'écrit, donc il y a la question de, c'est presque tous les participants à un moment donné disaient ah c'est la norme linguistique là quelque part, c'est vraiment difficile à vivre, et donc il y a une question aussi de comment est-ce qu'on sécurise, comment est-ce qu'on gère la sécurité linguistique à l'emploi, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils ont les ressources humaines. Si on est toute seule, quand on est toute seule dans un service, c'est pas et qu'on n'a pas de ressources autour d'autres personnes. Vous avez surtout une statistique que j'ai trouvée intéressante au début. Vous disiez que les francophones qui sont dans des milieux plus minoritaires par rapport à la francophonie ont un meilleur salaire. Et moi, je le constate dans ma famille. Ah oui? Mes enfants sont tous très fonctionnels en français, mais dans une classe comme Sudbury, par exemple, 2 sont enseignants, ça leur aurait pris du temps à avoir un poste d'enseignant parce qu'il y a beaucoup d'enseignants francophones à Sudbury. Alors que dans la région du sud de l'Ontario, il y avait un poste comme ça. Ouais. Il y avait le choix des postes parce qu'eux étaient dans une situation où il n'y en avait pas beaucoup de compétition, donc le francophone marche, on embauche. Alors, je constate, donc c'est ce que vous disiez chez moi. Oui, non, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est aujourd'hui ou hier dans le Globe and Mail en Colombie-Britannique, il y a une pénurie d'enseignants qui peuvent enseigner en français pour les écoles d'immersion. Et ce qui est fascinant avec l'école d'immersion, c'est que parce que moi je m'intéresse aux conflits sociaux entre francophones et anglophones, c'est que la pénurie d'enseignants francophones va être redistribuée dans le discours comme une inégalité. C'est-à-dire que les anglophones qui veulent avoir accès aux écoles d'immersion vont dire « Ah oui, mais c'est juste les classes sociales favorisées qui ont accès, comme ça crée une classe. » Ils perçoivent ça comme créant une classe sociale favorisée. Et c'est un défi, ça fait partie des relents qu'on expérience comme francophones dans nos conflits, où en quelque part, ça devient un enjeu litigieux au sein des communautés anglophones. Et donc, ouais, je pense que je me demande si tantôt tu as dit il ne faut pas sous-estimer le travail que ça représente pour quelqu'un dans un milieu bilingue d'avoir à être le francophone de service. Puis je pense que tu as tout à fait raison de dire que les employeurs pensent qu'il n'y a rien là, comme on dit communément, hein, que c'est facile, que tu connais le français, vas-y. Aucune documentation à l'appui, même les termes qu'on utilise tous les jours. Mais tu as mentionné, tu as dit que c'était difficile pour quelqu'un qui vit en milieu bilingue. Moi, j'ai l'impression que ça serait difficile même pour quelqu'un qui débarque de Chicoutimi ou de Québec. C'est pas une question de niveau de bilinguisme, c'est une question d'utiliser la langue, d'avoir des outils tous les jours pour faire le travail. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que ça serait difficile pour n'importe qui. Pas quelqu'un de milieu minoritaire plus que quelqu'un qui débarque, qui est fonctionnellement bilingue, mais qui a une excellente base en français. Je pense que c'est difficile pour n'importe qui de jouer ce rôle-là de bilingue de service. S'il n'y a aucun matériel autour de nous, prenons l'exemple de l'école de danse de tout à l'heure, ça frappait une corde chez nous parce que l'école de danse, souvent mes filles, ça se passe tout en anglais, c'est beaucoup des francophones, mais c'était pas les outils, hein, mais en fait, oui, je suis d'accord que si on n'a pas les outils, c'est vraiment difficile de le maintenir. Je pense que là, c'était plus par rapport à, pour moi, en milieu minoritaire, et là, l'Université d'Ottawa commence une étude là-dessus aussi, mais on a souvent le discours comme quoi les francophones en milieu minoritaire ont un français particulièrement faible. Et donc, on a tendance à insécuriser nos élèves à la base. Et quand les études sur l'insécurité linguistique, par exemple d'Annette Boudreau et de plusieurs personnes en France, il y a des régions, et je pense que Chicoutimi, justement, c'était une des régions, où en fait, les francophones se disent, Caracat au Nouveau-Brunswick, c'est des régions où les francophones se disent, oui, mais nous, on maîtrise le français. Et ce qui est fascinant, c'est que dans ces enquêtes-là, en fait, quand on fait les évaluations du niveau de français, ils ne sont pas nécessairement extrêmement meilleurs en français que les gens qui grandissent en milieu minoritaire. Parce que justement, le bilinguisme, c'est bon pour le cerveau, là. Mais c'est que les fautes de français que les individus en milieu minoritaire vont faire
sont lus comme des index d'anglicisation. Et donc, par exemple, oui, ils vont avoir des calques de l'anglais, mais dans les milieux majoritaires, il va quand même avoir des fautes de syntaxe, mais parce que ce n'est pas des fautes de syntaxe qu'on peut attribuer à l'anglicisation, on ne les traite pas de la même manière. Oui, peut-être 2 dernières questions. Je ne sais pas si je peux régler le temps pour moi-même. Donc, oui. Salut. J'occupe justement un poste avec le commissariat aux langues officielles. Mon bureau est à Sudbury. Une des questions souvent qu'on me pose, c'est soit, souvent, disons, c'est des organismes à but non lucratif qui n'ont pas toujours les ressources d'aller regarder ou faire de la recherche pour les résultats d'études, etc. Puis leur question, justement, c'est si on veut vendre notre salaire, de la valeur ajoutée, des services en français des commerçants, parce que là, ils veulent aller... il y a une rencontre avec la Chambre de commerce, que ce soit à Sudbury, que ce soit à North Bay, il y a beaucoup de places dans le nord de l'Ontario. C'est vraiment pas évident. Ils sont pas ouverts. En tout cas, je pourrais continuer. Mais est-ce qu'il existe un document, disons, one-stop shop, où c'est vraiment évident, voici le pourquoi vous devez offrir des services en français comme commerçant, parce que, ou est-ce qu'on doit se référer à beaucoup d'études ou de documents ou de recherche ou quoi que ce soit? Non, à ce que je sache, il n'existe pas un document clé qui pourrait comme réunir tout ça. Linda Cardinal, tout de suite à l'Université d'Ottawa, est justement en train de monter un projet sur la valeur ajoutée. Donc, on se croise les doigts qu'elle l'obtienne. Et c'est vraiment, je fais vraiment pas exprès, là, mais l'article qu'ils ont dans le numéro de revue sur l'outil d'analyse différenciée, et d'après moi, justement, c'est un outil qui est convaincant, parce qu'elles expliquent vraiment, ils expliquent parce que c'est un outil qui est facile à implémenter et qui va rendre évident aux employeurs en quoi ils peuvent en fait tirer profit. C'est un peu rendre évident les besoins économiques des francophones pour que les entrepreneurs et les politiques publiques soient comme « Ah ben, finalement, ça ne fait pas que nous coûter de l'argent. » Donc, la réponse à la première question, c'est non, mais oui, je pense que Linda Cardinal s'est penchée là-dessus. Un dernier commentaire. Oui. Vous avez parlé beaucoup de l'insécurité de la langue. Oui. Et ça, je sais que c'est sans doute un facteur pour lequel beaucoup de francophones ne veulent pas parler trop en public, etc. Mais en même temps, je vois au niveau des écoles, pour avoir travaillé de longues années, il faut avoir une attitude positive. C'est-à-dire qui va nous aider à bâtir l'identité francophone des jeunes. Jusqu'à un certain point peut-on aller, au pas, j'allais dire, laisser tout aller en même temps. Parce que on voit l'engouement des anglophones, d'une façon générale, pour apprendre l'anglais à travers les écoles d'immersion, depuis beaucoup d'années. Mais en même temps, je me demande si dans nos écoles francophones, il y a cette véritable volonté, je sais que c'est compliqué et puis que c'est pas juste d'en parler qui va régler les problèmes, pour que les jeunes sortent de 12e année pour commencer, avec un niveau de français qui leur permettra d'abord de faire des études collégiales et universitaires, et mieux que ça, plus que ça finalement, être capable de passer le flambeau aux enfants. Parce que c'est pas le tout de le dire, il faut être capable de le faire. Oui. Alors je me demande si des fois dans nos écoles, à travers les conseils scolaires, parce que la langue est devenue davantage quelque chose de politique que quelque chose qui concerne la didactique et même l'identité, ça veut dire que c'est quelque chose de tabou, il ne faut pas parler de ça véritablement en public. On ne dira jamais qu'on a des problèmes dans nos écoles francophones où 90% de nos jeunes dans nos écoles secondaires parlent français. On gardera ça même à la fin dans les remises de diplômes pour dire que l'école francophone, etc. Et c'est bien d'une certaine façon, je comprends, mais dans la réalité, c'est une politique qui, au bout du compte, est suicidaire, sur un long terme. La politique du c'est-à-dire d'un laisser-aller où finalement on devient bilingue comme on peut devenir autre chose. Là, c'est sûr que le francophone part avec un certain avantage, mais au bout du compte, combien vont être véritablement francophones et bilingues suffisamment pour tenir le flambeau? Et comme peuple minoritaire, on n'a pas le droit de perdre trop de soldats. Oui, donc il y a beaucoup de choses dans votre commentaire. Premièrement, une des choses la raison pour laquelle moi je m'intéresse au marché du travail, c'est parce que
comme bonne sociologue, j'ai des tendances déconstructivistes. Et donc, je suis sûre que vous avez tous su et appris qu'à un moment donné, on ne parle pas français aujourd'hui comme on parlait français au Moyen-Âge. Donc, la langue change et évolue avec le temps. Et il me semble que pour comprendre, en fait, la norme linguistique au Canada, justement, il faut comprendre le marché du travail. Qu'est-ce que les employeurs cherchent comme norme linguistique? Et c'est beaucoup les études sur la migration, sur l'immigration des francophones qui vont porter notre regard là-dessus, parce que souvent, le premier prétexte que les employeurs vont utiliser pour dire ben, on ne veut pas embaucher cette personne-là, c'est parce que ah mais vous parlez pas le français comme on voudrait que vous parliez français, donc, au sein de la francophonie. Là. Mais donc le marché du travail en quelque sorte a des exigences linguistiques que les francophones ont souvent l'impression de ne pas pouvoir rencontrer. Et c'est là ce niveau d'aisance, c'est là cet arrimage-là. C'est-à-dire que en quelque part, c'est oui les écoles, c'est certain que les écoles font, d'après moi, de leur mieux. Les universités aussi. Donc, ouais, c'est le passage, c'est le rôle du marché du travail dans ça qui, moi, me passionne comme façon de comprendre. Ben, est-ce qu'on peut faire des interventions au milieu de travail pour soutenir les travailleurs francophones? Au lieu de... Et c'est toujours le mettre... je suis en train d'apporter la problématique encore plus loin. C'est-à-dire que souvent, dans les études sur l'éducation et l'insécurité, les compétences des francophones, c'est comme... Les employeurs vont être comme... Ah, c'est comme les journaux, par exemple, l'Université de Moncton, l'Université d'Ottawa, les employeurs vont comme « Ah, c'est affreux, on embauche. » Comme le niveau de bilinguisme des étudiants de l'Université de Moncton en français est horrible. Comme si eux n'ont pas de rôle à jouer dans ça. Donc, tu sais, ils s'en lavent les mains, puis c'est aux francophones, aux travailleurs de se présenter déjà complètement compétents. Donc, en fait, merci de votre excellente présentation, où en fait, je pense qu'on peut retenir deux choses en quelque part. Qu'il y a des défis profonds dans la manière qu'on enseigne et qu'on corrige le français aussi là, au niveau scolaire, mais qu'il y a des conséquences profondes aussi dans la logique, la marchandisation de la langue et de la manière qu'on perçoit, qu'on vend le bilinguisme de nos jours. Il y a des limites profondes et qui, essentiellement, pour extrapoler un peu, font une stratégie qui n'est pas très convaincante à long terme, si on peut dire ainsi. Donc, j'aimerais remercier encore Mireille McLaughlin pour cette excellente présentation. Et je vous donnerai en cadeau le numéro 38 de la Revue du Val-Ontario, mais puisque vous avez contribué à l'édition, en fait, on a